C'est le rendez-vous de l'année pour les acteurs de la tech. Ce rendez-vous, c'est le salon Vivatech qui accueille Porte de Versailles ses premiers visiteurs ce matin. Et jusque samedi, l'année dernière, on avait compté plus de 150 000 participants. Vivatech, c'est un événement qui réunit une foultitude d'intervenants pour des tables rondes, des conférences, des pitchs pour traiter des thèmes variés comme l'IA, l'intelligence artificielle, mais aussi la technologie climatique et l'impact de la tech sur le climat et l'environnement. Bonjour Philippe Biwix. Bonjour. Salut Philippe, tu es ingénieur centralien, tu es spécialiste des ressources non renouvelables et tu es notamment un des grands promoteurs des low-tech. C'est à peu près ça? Ouais, ça me va. Ouais. J'ai plusieurs casquettes, ça va. À tes côtés, en face de moi, Flavie Vanderscher, tu es responsable du plaidoyer de l'association HOP, H-O-P, c'est Halt à l'obsolescence programmée. Oui, bonjour. Salut. Et à tes côtés, Marion Gray-Fly. Salut Marion. Bonjour. Toi, tu es cofondatrice de Télécoop. On dit Télécoop ou Télécoop? Télécoop. Télécoop. Télécoop, le premier opérateur télécom coopératif qui est engagé dans la transition écologique et solidaire. Merci d'être avec nous tous les trois. On en parlait juste avant le stream. Vous n'irez pas à Vivatech? Non, pas trop le temps déjà. Et puis j'ai l'impression que ça reste un exercice assez convenu, quoi. Hein. Finalement, il y a à la fois peut-être quelques effets d'annonce. Il veut évidemment y être, hein, puisque c'est une logique de grand-messe. Hein. On est dans la religion de la tech qui va sauver la planète. Donc il y a tous les codes. Hein. Et donc les codes, c'est les lieux saints, la Silicon Valley. Ce sont les grands-messes comme le Consumer Electronics Show à Las Vegas et Vivatech à Paris. Il y a les oracles aussi sur Twitter. Voilà, on peut imaginer, Sam Altman, Elon Musk, etc., décrétant la vérité pour le bas clergé qui ensuite va pouvoir commenter tout ça. Et puis des ribambelles de consultants qui se promènent, des entreprises qui tremblent de ne pas y être. Donc il faut y être. Hein, c'est la rivalité mimétique humaine. Voilà, donc bof, quoi. Il n'y aura pas Télécoop et il n'y aura pas Hop à Vivatech. En fait, oui. Moi, c'est un peu. Je rejoins le propos de Philippe. C'est une manière d'accrocher notre sujet. Hein. Après, on va y rentrer. Oui, mais c'est hyper important parce qu'en fait, ce type de salon, ça donne l'impression que c'est la seule solution et qu'il faut absolument qu'on en fasse part en tant qu'entreprise, en tant que citoyen, en tant que décideur politique, et de dire, en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir imaginer le futur, un futur durable, un futur de la transition écologique. Parce qu'en fait, un salon comme Vivatech, ça impose un récit, enfin, une façon de placer la technologie comme la solution pour tous nos problèmes. Et donc, au-delà du fait d'y aller ou d'y pas y aller, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'en fait, il faut surtout, l'urgence, c'est un peu de créer un autre discours, quoi. Enfin, de dire, effectivement, il y a la technologie, peut-être, ok, à bon escient, à mon avis. Et puis après, il y a d'autres récits à créer autour de la sobriété, autour de la désirabilité de ce que ça peut vous dire. Puis voilà, donc c'est plutôt dans ce sens-là où nous... On se dit, Vivatech, est-ce qu'on a vraiment besoin d'y aller pour supporter cette question-là? On va peut-être plutôt prendre notre temps à construire d'autres récits et à mettre en avant la sobriété comme quelque chose qui est chouette, quoi, et qui peut rassembler et dans lequel on peut s'épanouir et aussi être content d'y être, quoi. Flavie, je te vois acquiescer franchement au propos de Marion. Mais oui, parce que j'aurais pas dit mieux que ce qui vient d'être dit. Et nous, en tant qu'association et vraiment d'acteurs engagés, on a beaucoup de travail. On part pas à armes égales face aux autres lobbies des industriels. Donc on a beaucoup de travail, ça demande beaucoup de temps et malheureusement, non, on n'a pas, en tout cas pas cette année, le temps d'aller à Vivatech. Alors hier, chez nos copains de France Inter, il y a le directeur de Vivatech, c'est François Bitouzé, qui disait ça. La tech fait partie des solutions qui vont nous permettre de répondre à des enjeux comme le réchauffement climatique, les économies d'énergie ou la gestion des déchets. C'est un peu trop optimiste, peut-être? Voire c'est mensonger, Philippe? Non, mensonger, j'irai pas jusque-là. Je crois que c'est Paul Valéry qui disait il y a pire que le faux, c'est le vrai mélangé au faux. Donc il y a toujours, évidemment, on va toujours trouver un certain nombre de cas d'usage qui peuvent être ponctuellement intéressants, alors à condition d'avoir vérifié que ce qu'on a l'impression de régler d'un côté ne va pas créer des désordres environnementaux à l'autre bout de la planète, à condition qu'on ait pris en compte la question des usages, les effets rebonds potentiels. C'est-à-dire que effectivement, avoir des outils, des objets, des services plus efficaces en ressources, plus efficaces en énergie, en émissions de CO2, c'est un truc intéressant. Les entreprises d'ailleurs, elles aiment bien que ça consomme moins d'énergie et moins de ressources, parce que ça va coûter moins cher, je vais pouvoir mettre sur le marché des choses qui seront plus efficaces. Malheureusement, souvent, il y a un effet rebond. C'est l'idée de la 5G qui, au-delà du fait que là, ponctuellement, elle s'empile sur les autres réseaux 2G, 3G, 4G, mais même la 5G est beaucoup plus efficace que la 4G par octet transmis, donc voilà, la vidéo qu'on regarde aujourd'hui, etc. Ça, c'est vrai, mais on va transporter, grâce à la 5G, évidemment, beaucoup plus d'octets, beaucoup plus d'unités d'information. Et donc, il y a cette idée, en fait, qu'on est toujours un peu rattrapé. Donc, oui, si on a pris en compte ça, il peut y avoir des trucs intéressants. Et puis, à l'autre bout du spectre, il y a des tartes à la crème. C'est-à-dire que
il n'y a pas très longtemps. Alors c'est pas l'IA qui aurait eu ou qui avait au salon, c'était le métavers. Métavers, ils ont cramé 10 milliards de dollars dessus avant d'abandonner en disant bah non, c'est vachement mieux échec, l'IA. le métavers. En tout cas, c'est... Voilà, après il y a quoi? Il y a eu Hyperloop, alors c'est pas 10 milliards de dollars qui ont été cramés, mais quelques centaines de millions quand même. Le projet Titan, on allait voir ce qu'on allait voir avec Apple qui allait faire la voiture autonome, etc. Donc il y a toujours... Et puis en face de ça, il y a toujours des promesses vertes, effectivement. Ça a démarré en 2010 à peu près, Avant 2010, en fait, la tech, c'est plutôt une promesse de productivité. La Smart City, ça naît pas sur le fait d'être une ville verte, une métropole verte de demain. Ça naît sur le fait qu'on va faire des économies de services publics, on va être beaucoup plus efficace comme on l'a été dans les entreprises. On numérise pour être plus efficace. Puis après, ils ont tourné le truc en disant, bah non, c'est pour être vert. Mais en fait, on trouve tellement de tout aujourd'hui. Je pense par exemple à la capture directe dans l'air du CO2, comme il y a des projets là, qui se passent en Islande, etc. Et le truc est complètement délirant, enfin, à la fois d'ailleurs économiquement, c'est pour ça que ça finit par faire plouf, et puis même technologiquement ou en termes de ressources et d'énergie. Et malheureusement, en fait, on vit dans un monde où on peut... Encore une fois, voilà, c'est une histoire de religion. Donc, si on la suit pas, on est hérétique en fait. C'est le principe même d'une religion. Donc, en fait, il y a tout un. Je te coupe une seconde parce que justement, à l'époque, quand on a lancé Télécom et qu'on a parlé de la sobriété dans les usages des télécoms, le premier réflexe que les gens ont eu, en tout cas, le gouvernement et autres, c'est de nous appeler des amiches. On s'est fait directement traiter d'amiche. Et ça, moi, c'est exactement, pour rebondir sur ce que tu dis, on se parle d'une religion, on se parle d'une façon de penser, c'est comme ça qu'il faut faire pour être dans le game, quoi. Et quand à chaque fois qu'on a des voix dissonantes et qu'on parle de sobriété, voilà, on a été mis dans le sac des amiches. Je pensais plutôt te poser la question plus tard dans la séquence, mais je peux te la poser maintenant. C'est comment un opérateur télécom s'engage dans la transition écologique et solidaire. Je ne dis pas que c'est antinomique, mais on ne fait pas forcément le rapport immédiatement. Qu'est-ce que c'est un opérateur télécom qui s'engage dans la transition écologique et solidaire? En fait, déjà, c'est partir du principe qu'un opérateur télécom, c'est ce qui est la porte d'entrée vers le numérique. En fait, c'est l'opérateur télécom qui permet de faire fonctionner son téléphone portable, de faire fonctionner son ordinateur pour aller sur Internet. Enfin, voilà, ça, c'est le premier point. Quand on part de ça, on se dit qu'en fait, l'opérateur télécom, il a une responsabilité immense dans la façon dont on consomme le numérique. C'est l'opérateur télécom aujourd'hui qui fait croire à tout le monde que parce qu'on a des forfaits à 60, 100 gigas, c'est pas si grave. Regardez, on vous les augmente tous les mois, pas de souci, vous pouvez passer votre temps sur vos écrans, il n'y a pas d'impact. Enfin, c'est ça l'impression que ça donne en fait, concrètement. Et donc, quand on regarde ça, nous, en tant qu'opérateur responsable et d'intérêt général, on s'est dit, non, en fait, il faut qu'on voit les choses de manière totalement différente. Pour servir l'intérêt général, pour servir la transition écologique et la transition sociale, il faut qu'on aide les gens à passer moins de temps sur leur téléphone portable, à consommer du coup moins de gigas de données mobiles, et à aussi les accompagner. Parce que la réalité, c'est que le numérique, on est un peu seul face à ce que c'est que le numérique, face à ce que c'est que son téléphone portable. On subit vachement tous ces usages, quoi. Donc nous, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on propose des forfaits de données mobiles. Alors c'est bon, c'est performant, c'est sur le réseau d'Orange, tout va bien. Et au-delà de ça, en fait, on aide les gens à moins consommer. Donc le premier forfait, c'est un forfait qui facture nos abonnés sur la base de leur consommation de données mobiles réelles. C'est vraiment pour donner du physique à ce que c'est. Ou alors, on a un forfait qui est raisonnable. C'est 20 gigas de données mobiles. Je rappelle juste que la consommation de données mobiles moyenne en France, c'est 15 gigas. Donc ça suffit largement pour se couvrir les besoins classiques, quoi. Et ça restreint aussi, ça permet de se restreindre un peu sur un certain nombre d'usages qui sont très consommateurs. Et au-delà de ça, en fait, c'est accompagné. Donc nous, on a un service client qui est basé en France et qui prend le temps d'accompagner les gens. En fait, chez nous, vous passez un coup de fil, vous avez quelqu'un au bout du fil en 2 sonneries. En fait, c'est pas taper 1, taper 2, taper 1000 pour essayer d'avoir quelqu'un. Donc en fait, c'est aussi mettre le numérique à portée en fait des gens. Et surtout parce que ça, c'est un autre sujet. Mais aujourd'hui, il y a un Français sur 5 qui est victime de fracture numérique. En fait, c'est énorme. Donc, on dit aujourd'hui que le numérique, c'est super, c'est une révolution, c'est fantastique. Oui, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui n'en profitent pas parce qu'ils ne sont pas accompagnés dans leurs usages. Et au-delà de ça, je pense qu'on est tous concernés. Il y a toujours un moment où on n'a pas compris ce qui s'est passé sur nos téléphones. On a besoin de contacter notre opérateur télécom et on n'y arrive pas. Donc oui, ça concerne les gens qui sont victimes de fracture numérique, mais je pense que ça concerne tout le monde. D'autant plus que les technologies sont en train de se complexifier dans leur accès. Donc voilà, c'est ça pour nous être un opérateur d'intérêt général. C'est un opérateur qui pense à l'origine de ses offres pour les questions de transition écologique et sociale, et en plus qui accompagne les gens dans leurs usages. Salut Nico, salut Kyle. Philippe, tu voulais réagir, je crois ? Ouais, très très rapidement, c'était juste, je réagissais à la notion de forfait. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que le forfait, ça existe quand même
essentiellement justement dans le monde du numérique. On n'imaginerait pas d'avoir un forfait énergie, électricité, quel que soit ce que tu dépenses, ou un forfait eau, en disant on ne sait pas trop si tu as une piscine en fait derrière ou pas, et si tu prends des bains ou des douches, mais tu as un forfait eau. Ça fonctionnerait. Voilà, ça ne marche que dans ce monde un peu au progrès effectivement un peu incroyable, qui permet finalement de se payer à la fois ces gigas qui augmentent, et puis ces réseaux parallèles, parce que là aussi il y a une énorme différence, c'est que chez moi j'ai pas 4 tuyaux d'eau, 4 câbles électriques qui rentrent pour choisir mon opérateur. J'en ai qu'un. C'est mutualisé. Et si je vais de Paris à Strasbourg par l'autoroute, je n'ai pas 4 autoroutes pour me proposer 4 chemins différents. Il n'y en a qu'un seul, ça s'appelle une logique de réseau. Et donc ça, on pourrait l'appliquer aux télécoms aussi. C'est au-delà de l'opérateur, mais de dire finalement, on pourrait avoir une autorité régulatrice, elle existe d'ailleurs, qui dirait, moi je fais un réseau unique d'accès radio. Et avec ça, on économiserait, on diviserait par 2 la facture électrique juste du réseau. Voilà, c'est l'équivalent à peu près d'un parc éolien comme Saint-Brieuc ou Saint-Nazaire. C'est pas petit. Et on s'assurerait que tout le monde ait la bonne qualité aussi d'accès au réseau. Tu aurais les zones blanches, tu pourrais mieux traiter, tu aurais une équité d'accès au réseau. Alors on dit, c'est le communisme. Non, pas du tout. C'est la logique de réseau. C'est vraiment une logique technique qu'il y a derrière. Flavie, toi, ton truc, c'est plutôt l'obsolescence programmée. Est-ce que tu peux peut-être expliquer à ceux qui nous rejoignent ce que c'est, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas? Oui. Et qu'est-ce que tu viens défendre? Oui, alors parce que vous défendez en tout cas chez HOP. Oui, sur l'association donc HOP, Halte à l'obsolescence programmée. On est une association qui a été créée en 2015 après que le délit d'obsolescence programmée ait été reconnu en France. Et donc l'obsolescence programmée, en fait, ça regroupe toutes les techniques qui visent à réduire la durée de vie d'un produit. Donc de manière volontaire ou même de manière passive finalement, de manière un peu acceptée. Le moment de l'éco-conception, nous on se bat en fait pour qu'au moment de l'éco-conception des produits, la question de la durabilité, de la réparabilité des objets soit pensée. Et donc nous, ce qu'on fait au quotidien, on a plutôt 2 niveaux d'action. On a le côté sensibilisation des consommateurs et des citoyens sur les sujets de durabilité des produits. Donc là, on est plutôt sur l'action individuelle. On organise tous les ans les journées nationales de la réparation. Donc ce sera à la fin du mois d'octobre. On a un site produits durables qui permet aux consommateurs d'avoir des conseils d'entretien, de choix de produits, etc. Pour faire durer les produits. Et en parallèle de ça, on a aussi nos actions de plaidoyer, donc où là on essaye de changer de manière systémique les choses. Et donc on fait ces actions-là au niveau français, mais au niveau aussi européen, puisqu'il y a pas mal de choses au niveau éco-conception, etc. qui se passent au niveau européen. Et donc à ce titre-là, on s'est beaucoup battu en France pour avoir l'indice de réparabilité qui se transforme en indice de durabilité dans les rayons sur les équipements électriques et électroniques neufs. Et on s'est battu aussi pour avoir un bonus réparation en France, et donc qui permet à tous les consommateurs d'avoir une réduction sur leur facture de réparation. Donc il suffit de se rendre chez un réparateur labellisé Quali-Répar, et aussi bonus réparation pour le textile. Donc là, il y a plusieurs infos dispersées. Nous, on a regroupé toutes les infos sur le bonus réparation sur bonusréparation.org si ça vous intéresse. Et on vient aussi de sortir un rapport sur l'obsolescence accélérée des véhicules thermiques et électriques. Mais on peut peut-être en reparler. Non, mais parlons-en maintenant. Qu'est-ce que c'est? Okay. Nous avons 1 heure. Oui, c'est vrai. En fait, sur les véhicules, donc on s'est posé la question. On a voulu savoir si les véhicules de demain allaient être aussi durables qu'avant. Durables dans le sens, est-ce qu'ils vont durer aussi longtemps? Donc, plutôt sur leur longévité. Parce qu'aujourd'hui, un véhicule thermique, il pollue énormément à l'usage, mais on peut le garder 20 ans. Et donc aujourd'hui, nous, on remet dans ce rapport un peu les éléments qui montrent que oui, c'est très important de passer à l'électrique parce que ça permet d'éviter les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de polluants atmosphériques. Mais est-ce que les véhicules électriques vont durer aussi longtemps que les véhicules thermiques d'avant, c'est-à-dire 20 ans? Et spoiler alerte, dans notre rapport, on montre que en fait, pas vraiment. On risque d'avoir des véhicules électriques, mais aussi des nouveaux thermiques qui vont durer moins longtemps. En raison principale, on a les batteries qui sont qui sont pas réparables. En tout cas, c'est pas encore la majorité du marché, mais on a beaucoup de nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché avec des batteries de voitures électriques collées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir le couvercle ou alors on ne peut pas changer au module. Et ça a comme conséquence qu'on va devoir changer la batterie au moindre bug, dysfonctionnement chimique, électronique, qui ne sont pas du tout à exclure, même si on nous promet des voitures plus fiables. Et donc, on va devoir changer les batteries, ce qui représente 40% du prix de la voiture pour le consommateur. Et ce qui représente la majorité de l'impact environnemental à la fabrication du produit. Et en fait, nous, c'est ce qu'on fait. On est complètement pas en lien avec ces sujets de sobriété, mais du coup, nous, on se concentre
pas vraiment sur le sujet à l'usage, même si c'est un sujet très intéressant, même sur les sujets aussi obsolescence logicielle, etc. Mais plutôt sur le côté sobre à la conception du produit. Parce qu'un équipement électrique et électronique, ça émet l'impact environnemental. 40% de l'impact environnemental est produit au moment de la conception du produit. Donc on fait en sorte que les produits durent longtemps. Et donc là sur les voitures, on a repéré ça. C'est lié aussi à d'autres questions de risque d'obsolescence logicielle parce qu'on est des voitures de plus en plus connectées, là électriques ou thermiques. Et du coup, comment on assure les consommateurs d'avoir accès à des pièces détachées assez longtemps, ce qui n'est pas du tout assuré dans la loi aujourd'hui, et d'avoir accès à une maintenance logicielle assez longue. Et donc pour ça, on a lancé une pétition d'ailleurs. Donc je vous invite, j'invite les gens qui nous regardent à signer notre pétition. Je crois que c'est www.altobsolescence.org/pétition. On mettra le lien dans le chat. Jérémy, si tu peux retrouver. J'ai pas mis le lien, moi, mais Jérémy va sur notre site internet, c'est dans les actus de notre site, donc n'hésitez pas à les signer. Ce qu'on veut par cette pétition, c'est interpeller les candidats aux élections européennes. Donc là, les élections ont lieu le 9 juin, donc on les interpelle pour faire de ce sujet une priorité, parce qu'il ne faudra pas attendre que tout le monde soit équipé de véhicules électriques ou de véhicules thermiques non réparables pour se poser vraiment la question. Une voiture, ça met 10 ans à se fabriquer, et donc il faut agir dès maintenant pour avoir dans 10 ans des voitures réparables. Alors il y a Volca, salut Volca, qui te pose la question, je crois, davantage qu'à moi en tout cas. Ça traîne de la patte, le bonus réparation, ça s'étend pas bien vite puisqu'en fait personne n'est au courant. L'État ne communique absolument pas dessus, c'est vrai ça ? C'est un problème de communication ? Ouais, alors très bonne question. Volca qui complète, je suis sur Nantes, j'ai cherché un réparateur textile avec prise en charge du bonus et résultat 0. Ouais, alors sur le bonus réparation. Nantais, mais pardon. Non, c'est pas qu'un problème nantais. Donc il y a le bonus réparation des équipements électriques et électroniques et le bonus réparation du textile. Et ça va s'étendre au fur et à mesure. Et nous, justement, on suit de près le dispositif. Parce qu'il est géré par les éco-organismes aujourd'hui. Et donc on a fait un rapport qui est sorti fin janvier pour essayer de voir justement quel était l'impact, où on en était et quelles étaient les recommandations pour un peu aiguiller ça et que ce soit plus efficace qu'aujourd'hui. Donc ce qu'on observe, c'est qu'en effet, il manque beaucoup de réparateurs labellisés pour que ce soit vraiment efficace, et il manque des consommateurs au courant que ça existe. Et donc dans ce cadre-là, nous on fait beaucoup de plaidoyer, de lobbying en fait pour qu'il y ait une meilleure communication. C'est pour ça qu'on a fait aussi le site internet bonusréparation.org pour vraiment donner l'information. Nous on a fait une campagne publicitaire aussi l'année dernière à la fin des Journées nationales de la réparation pour informer le plus possible les consommateurs, et on demande aux éco-organismes de continuer. Ils ont fait une campagne là, de communication pour faire connaître le dispositif, mais il faudra voir si c'est suffisant. Apparemment on a encore des gens qui ne connaissent pas, pour vraiment continuer à communiquer dessus et que ce soit vraiment d'ampleur beaucoup plus importante au niveau national. Il y a Zark ou Zarch, je ne sais pas comment on prononce ton pseudo, Zarch ou Zark, qui dit faire des produits qui durent plus longtemps doit s'accompagner d'une révolution sociétale bien plus difficile. Arrêter de promouvoir le changement du tout au tout. Toi, Philippe, tu te fais l'avocat d'un technodiscernement, je crois. Ouais, déjà pour réagir à la remarque de Zarch ou Zark, donc. C'est vrai qu'il n'y a pas que l'obsolescence programmée, on pourrait dire la méchante obsolescence programmée par les producteurs, par les metteurs sur le marché. Il y a aussi, la première des obsolescences, c'est l'obsolescence des désirs. C'est l'obsolescence marketing, quoi. On ne change pas forcément un produit, et en particulier dans le monde numérique, parce qu'il est tombé en panne. On le change parce qu'on a envie d'avoir le nouveau produit. Donc il y a ça. Après, il y a plein d'autres types d'obsolescence. Il y a effectivement les obsolescences un peu systémique, finalement, par exemple, entre le hardware et le software, c'est-à-dire que l'appareil marche encore bien, mais ne va pas supporter une mise à jour de logiciels, etc. Donc quand on voit par exemple l'aventure de Fairphone, qui est intéressante, c'est une démarche là aussi, c'est pas parfait, donc bien sûr c'est inscrit dans le grand monde de la tech, mais du coup ils essayent de travailler ça, et finalement un de leurs boulots aujourd'hui, c'est faire en sorte que, avec l'évolution des générations de puces d'un côté, leur système d'exploitation continue à tenir et puisse effectivement fonctionner, j'en sais rien, 5 ans, 7 ans, ou plus, quoi. Je crois que leur engagement c'est 7 ans, il me semble, sur le Fairphone 3. Donc il y a effectivement il y a tout un travail, et puis effectivement je pense que c'est pas juste. Alors, bien sûr qu'il faut l'accès aux pièces détachées, bien sûr qu'il faut les compétences et le réseau de réparation, qui peut être d'ailleurs un continuum entre des réseaux de réparation citoyens, un petit prix per café, puis d'aller jusqu'à finalement des niveaux d'expertise plus élevés, où on va effectivement trouver un réparateur pas trop loin de chez soi. Mais il y a aussi les conditions, effectivement, alors appelons-les sociétales ou appelons-les économiques et sociales, le fait de dire mais pourquoi est-ce qu'on ne répare pas à la fin les aspirateurs et les fer à repasser ?
que là, pour le coup, autant je peux rentrer chez moi hyper content de mon achat du dernier smartphone, autant rentrer chez moi hyper content de l'achat du dernier fer à repasser parce qu'il a claqué. Désir. Ouais, c'est ça, l'obsolescence des désirs est quand même moins grande. Donc, mais pourquoi on ne le fait pas ? Parce que, mon bon monsieur, rien que de l'ouvrir, vous faire le devis, ça va vous coûter le prix du neuf, et puis je ne vous garantirai pas la réparation, bien sûr. Ça peut retomber en panne ou il y a une autre pièce qui va être fragile. Et donc, il y a aussi cette question, finalement, de comment ça se fait, quelque part, que le neuf va être moins cher qu'une réparation. Parce que ça va être produit ailleurs, dans des conditions sociales et environnementales très différentes, que le prix du transport, finalement, on a eu une productivité incroyable du transport, ça coûte pas grand-chose, une productivité dans les usines, qu'on a mis beaucoup plus d'efforts à numériser, automatiser les usines que le démantèlement et que la réparation, d'une certaine manière. Donc, effectivement, on fabrique, on utilise et puis on broie, quoi. Parce que, en fait, sinon, en fait, il y a trop de main-d'œuvre, il y a trop de travail humain injecté et ça coûte très, très vite cher. Tant mieux que ça coûte cher, c'est pas une logique MEDEF en disant le travail coûte trop cher. Il coûte cher parce qu'on a assis la protection sociale, assurance maladie, assurance chômage, retraite dessus, très bien. Mais du coup, à chaque fois que dans une entreprise, dans une administration ou en tant que consommateur, on doit arbitrer entre finalement du travail humain et de la machine qu'on va peut-être jeter après, et bien finalement on a tendance à aller vers ça. Et donc il faudra rééquilibrer ça. La petite subvention, pas facile à aller décrocher, je suis assez d'accord. Moi il m'est arrivé une anecdote avec de l'électroménager où normalement je devais avoir la prime, mais en fait il était tellement vieux qu'en fait il n'y avait plus le numéro de série lisible, donc du coup on ne peut pas se faire rembourser, parce qu'il faut tracer le numéro de série, parce que sinon il y aura des risques, on peut imaginer qu'il y a des risques de fraude, etc. On a vu les fraudes à la TVA, les fraudes sur les quotas d'émissions de CO2, donc je comprends que la puissance publique y aille prudemment et ne veuille pas se faire arnaquer, mais du coup il y a une difficulté. Faudra, ça c'est un exemple d'un petit peu d'essayer de donner une pichenette pour rendre un petit peu plus rentable quelque part économiquement l'acte de réparation. Alors ce qui est terrible, c'est qu'à la fois il y a ceux qui font réparer, ravauder, recoudre, je sais pas quoi leurs vêtements, puis de l'autre il y a la fast fashion qui a jamais été aussi puissante et avec des trucs qui se baladent sur Vinted, sur la France entière, et on ouvre des data centers et des halles logistiques rien que pour ça. Bon. Marion puis Flavie. Oui, je pense qu'il y a vraiment une question de rendre visible ça. Et encore une fois, les acteurs économiques, pour moi, ils ont un rôle essentiel. Avant que le bonus réparation il sorte, nous, on a rajouté dans nos forfaits téléphoniques le fait de bénéficier de 30 € d'aide à la réparation de son smartphone pour nos clients. Et en fait, pourquoi je cite, c'est parce que, encore une fois, vraiment le réflexe de réparabilité, il doit être aussi inscrit au moment où les gens s'équipent. En fait, les moments où les gens s'équipent, ou les moments où les gens font le choix d'un forfait téléphonique, au moment où les gens vont se tourner vers le numérique, il faut un peu casser cette idée qu'il n'y a que le neuf qui est un bon choix, en fait. Et pour ça, il faut que la réparabilité, elle soit vraiment inscrite dans les offres en tant que telle, quoi. Moi, c'est hyper important parce que, en fait, je trouve qu'il est très compliqué aujourd'hui, c'est effectivement quand tu fais réparer un outil et tout, et le témoignage, c'est vachement intéressant, c'est un parcours du combattant. En fait, il faut vraiment se dire, ok, moi j'y vais, j'y crois, dur comme fer, je vais trouver la solution pour réparer mon... Voilà. Ça, c'est un problème, c'est un énorme problème d'accessibilité. Que ce soit une affaire de militants, quasiment, que de... Ouais, c'est ça, mais ça peut pas être davantage que de consommateurs, c'est ça ? Ça doit être un marché, en fait. Ça doit vraiment être vu comme un marché économique à développer comme n'importe quel autre marché. En plus, franchement, il y a tous les avantages, c'est-à-dire on crée de l'emploi en France, non délocalisable. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui... par rapport aux objectifs classiques d'un gouvernement qui est de relocaliser l'activité et de développer, lutter contre le chômage, quoi. Enfin, c'est quand même tout ce qu'on entend systématiquement. Enfin, je pense que la réparation, ça a tous les avantages. Et en plus, je pense que c'est plus facile à mettre en œuvre qu'une vraie logique d'industrialisation en France. Enfin, voilà, je ne dis pas qu'il faut faire l'un ou l'autre, mais je pense qu'il faut mener deux de front. Et la réparabilité, ça me semble être un peu plus gagnant, un peu plus rapidement. Mais ça ferait moins râler Bercy que le dévendeur. Exactement, et c'est là où j'allais... Le dévendeur qui conseillerait une réparation, là, ça créerait quand même un peu d'emploi et de PIB derrière. C'est ça, exactement. Enfin, du coup, moi, je ne vois que des intérêts, vraiment d'un point de vue économique. Et donc, pour moi, c'est vraiment une question, comment est-ce qu'on fait pour pousser l'État à vraiment encourager ces questions-là, quoi. Et en effet, les acteurs économiques, moi je crois beaucoup au rôle de l'entreprise pour monter l'exemple, parce que je pense qu'aujourd'hui on a des entreprises qui quand même ont un pouvoir énorme par rapport à ce qu'elles génèrent, par rapport au contact qu'elles ont avec les consommateurs.
réacteur. Enfin, c'est quand même un peu le cœur du réacteur, quoi, quelque part, quand on se parle de consommation. Donc, les entreprises, elles ont un rôle à jouer, elles doivent être responsables de ça. Et c'est pour ça que nous, on a décidé de monter un acteur économique et pas une association, parce que là, il manquait, en fait, finalement, un acteur économique pour défendre ces valeurs-là. Mais donc, là-dessus, je pense que, enfin, vraiment, on a quelque chose à faire, quoi. Il y a vraiment quelque chose à faire. Et au-delà de ça aussi, moi, je pense à l'économie sociale et solidaire de manière générale. En fait, nous, en tant que coopérative, on fait partie de l'ESS, au sens légal du terme, etc. Et en fait, l'ESS fourmille d'initiatives là-dessus, en fait. C'est juste colossal. Moi, je voudrais citer par exemple les ateliers du bocage qui font un travail incroyable de réparation, de reconditionnement, de remise sur le marché, tout en plus insérant des gens qui sont éloignés de l'emploi. Enfin, je veux dire, c'est génial. Sauf que quand on monte une coopérative comme ça, parce que c'est aussi une coopérative, c'est des difficultés énormes. C'est vachement difficile d'accéder au financement, de pouvoir investir, etc. dans ces lignes de prod. Enfin, quelque part, on a les solutions. Enfin, vraiment. Puis l'ESS en fourmille. Par contre, il faut quand même un peu de volonté politique, un peu de fric, parce qu'il faut dire ce qui est. Enfin, il faut quand même pouvoir investir dans ces solutions-là. Et ça, je trouve que il ne faut pas que compter sur l'initiative individuelle de quelques militants qui ont essayé de réparer quelque chose. Il faut un mouvement collectif et il faut faire levier, quoi, tout simplement, pour faire de la réparation un marché qui fonctionne, quoi. Flavie. Oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Philippe, sur les types d'obsolescence. Et en fait, on identifie 3 types d'obsolescence qui se servent entre elles. Donc, comme tu disais, c'est l'obsolescence technique, l'obsolescence logicielle et l'obsolescence marketing. Et l'obsolescence marketing, tu le disais très bien, c'est en fait, on vient démoder en fait des équipements, des textiles, des voitures même, pour les remplacer plus vite et voilà, créer ces tendances. Et ça, c'est aussi le renouvellement des collections. Donc, comme il y a des produits qui sont plus sensibles à ça que d'autres. Sur les textiles, c'est vraiment criant, mais l'automobile, en fait, il y en a énormément. Et sur l'électroménager, je pense que, en effet, c'est moins touché, mais je pense qu'il y a quand même des raisonnements qui se passent dus à des pratiques commerciales de plus en plus répandues. Et donc, je pense que même l'électroménager, on commence aussi à être pas mal ciblé par ça. Et je voulais aussi rebondir sur l'indice de réparabilité, puisque tu disais penser la réparabilité dès l'action de l'achat neuf. Et en fait, l'indice de réparabilité, on le défend aussi pour ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on achète, on voit la note sur 10. Donc l'indice de réparabilité, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une note sur 10 dans les rayons qui permet de savoir si un produit est plus réparable qu'un autre. Et ça se transforme en indice de durabilité maintenant, donc à partir de l'année prochaine, où en plus de la réparabilité, on vient avoir un critère sur la fiabilité du produit. Et donc, ça permet, dès le moment de l'achat, de penser déjà à la réparation. Et c'est pour ça que je le trouve aussi complémentaire avec le bonus réparation. Et que, sur le bonus réparation, je rejoins complètement ce qui a été dit. Il y a énormément de choses encore à faire. Et surtout, il y avait une enveloppe prévue qui n'est pas utilisée du tout. L'année dernière, il y avait 63 millions d'euros prévus pour les réparations d'équipements électriques et électroniques. Il n'y a eu que 4 millions d'euros dépensés. Mais c'est pas, les consommateurs ne sont pas au courant que ça existe. Les réparateurs ne sont pas encouragés davantage que ça à se labelliser. Ils ont déjà leur rendez-vous rempli. Voilà, donc c'est beaucoup d'administratifs à gérer. Donc il faut trouver un moyen de les encourager à le faire. Réduire les coûts de labellisation, faire en sorte que pour certaines petites entreprises, elles soient accompagnées pour gérer les charges administratives. Et voilà, il y a des risques de fraude, mais faire aussi attention à ce que ce ne soit pas non plus des charges administratives qui durent trop longtemps à réaliser, parce que sinon on va décourager tout le monde. Donc il y a plein de choses à faire à ce niveau-là pour encourager à réparer. Oui, je voulais réagir sur un peu le rôle des entreprises, en fait, pour citer un économiste que j'aime bien, il écrivait dans les années 50-60, s'appelle John Kenneth Galbraith, qui a écrit notamment un livre qui s'appelle Le Nouvel État industriel, où il avait un peu défrayé la chronique à l'époque, parce qu'en pleine guerre froide, en gros, il avait expliqué que les États-Unis étaient plutôt une économie planifiée, en fait, compte tenu du poids du complexe militaro-industriel, comme on dit maintenant. Donc forcément, ça avait un petit peu secoué dans les chaumières. Mais surtout, il disait d'autres choses, et notamment le fait que compte tenu des coûts de développement, finalement, des produits, etc., qui étaient de plus en plus élevés. Alors, il avait pris l'exemple des voitures, qui est un bon exemple, parce que d'ailleurs, je pense que les voitures inventent la notion d'obsolescence de la mode, parce qu'en fait, c'est General Motors, la Ford, c'était la voiture increvable, et c'était vraiment on achetait une Ford pour la vie, quoi. Et elle était vendue avec sa trousse à outils, d'ailleurs. Alors, j'encense pas Henry Ford, tout va, mais en fait, c'était quand même assez intéressant. Et General
Motors, en fait, pour retailler des parts de marché, des croupières à Ford, a inventé la logique de modèle annuel où il rajoutait des ailes sur les côtés, etc. Enfin, c'est assez marrant d'aller voir cette histoire-là. Mais du coup, voilà, les coûts de développement, etc., sont de plus en plus élevés. Et donc, finalement, les entreprises ne peuvent pas se permettre, ça ne se vende pas. Et donc, qu'est-ce que ça concluait? Ça concluait qu'en fait, quand on est une grande entreprise et qu'on met des produits ou des services sur le marché, il faut que ça se vende. Et donc, on va pousser en fait les solutions. Et en fait, on ne vit pas. Ça, c'est les économistes qui nous disent, il y a plein de légendes économiques. Et il y en a une qui dit que c'est le consommateur est roi, il choisit, etc. Il ne choisit rien du tout, le consommateur. En fait, il va dans son rayon et puis il va choisir effectivement entre 3 trucs qu'on lui propose. Mais si les 3 trucs, ils ont les mêmes règles fondamentales, en fait, pour sortir de ce jeu-là, c'est pas possible, c'est compliqué en fait. Donc, on vit dans une économie poussée et donc il faut effectivement qu'il y ait les conditions de température et de pression en termes de régulation, en termes effectivement de loi, de règlement, etc. Alors effectivement, c'est tout de suite les gros mots et personne n'aime ça, mais bon, quand même, heureusement qu'on a quelques lois qui se promènent pour en fait obliger quelque part à ce que les entreprises s'inscrivent dans ces nouvelles règles du jeu avec des produits plus réparables, plus durables. On parlait tout à l'heure des voitures, du fait que les voitures électriques, peut-être à cause des batteries effectivement soudées, etc., permettraient pas voilà, qu'elle serait victime d'obsolescence technique plus rapidement. Mais même d'une manière générale, on est en train de rater le virage du passage à l'électrique, effectivement, tout à fait bénéfique d'un point de vue climatique et particules. Il reste quelques particules quand même à cause des freins et tout ça, des pneus. Bon, je vous passe les détails, mais globalement, d'un point de vue climatique, il n'y a pas photo. Il faut vraiment la planter à la sortie de l'usine et l'avoir fabriquée en Pologne pour que ça soit pas sympa. Globalement, voilà, c'est quand même mieux. Par contre, on pourrait faire des voitures beaucoup plus petites. On pourrait réfléchir à leur degré d'autonomie. Est-ce qu'il faut qu'elles fassent 800 km avec leur batterie ou 200 km? On ne mettra pas la même quantité de batterie. Effectivement, là, on pourra peut-être faire des choses plus standards parce qu'il ne faudra pas les loger sous le châssis, etc., comme c'est le cas aujourd'hui. On pourrait les faire effectivement beaucoup plus durables et réparables, quitte à faire un échange standard de batterie. Pourquoi est-ce qu'une voiture, ça ne dure pas aussi longtemps qu'un tramway, un train, un avion, où on change des produits standards? Voilà, même la voiture thermique, aujourd'hui, on change la voiture thermique quand le moteur arrive au bout. Enfin, il peut y avoir quelques remotorisations, mais c'est rare. Donc, voilà, toutes ces composantes-là, eh bien, en fait, voilà, il faut faire évoluer les règles du jeu. Alors, avec une attention sur la question de l'emploi, bien sûr, sur la question économique, est-ce que tout le monde a un boulot, etc. Mais finalement, je trouve que à chaque fois, cet argument sert à pas avancer trop fort, trop vite dans la logique réglementaire, quoi, hein. Moi, j'ai bien aimé le débat sur les jets privés, par exemple, qu'il y avait eu à l'été 2022, je crois. Alors, au début, on nous avait dit c'est pour transporter des cœurs et tout ça, des reins. Là, oui, c'est toujours l'argument médical est souvent manié. Hein. Oui, ça me rappelle la 5G. La 5G, c'était les ambulances oui. connectées, le téléchirurgien les et tout. malades, les enfants. Après, on s'est rendu compte que le téléchirurgien, le chirurgien à distance, voilà. enfin l'anesthésiste, il fallait bien qu'il soit sur la place du village, donc ça n'allait pas trop marcher. Bon, bref. Mais donc, il faut toujours se méfier un peu de cet argument, effectivement, médical. Et puis, alors, dès qu'on s'est aperçu qu'effectivement, c'était une toute petite quantité des jets qui se baladaient, à ce moment-là, on a dit, ah oui, mais il y a 120 000 emplois qui se promènent derrière. Ce qui était une réalité, bien sûr, hein, sur l'ensemble de la fabrication, de la maintenance, des aéroports, etc. Et alors là, du coup, on dit, stop, on touche plus à rien. Alors, ce qui est marrant, c'est que les mêmes qui nous disent, on peut toucher à rien, se réjouissent de la disruption, hein, de la destruction créatrice schumpeterienne liée à l'innovation technique. Alors, c'est génial, là, ça va tout... ChatGPT, ça va tout faire valser, les comptables, les je sais pas quoi, les juristes, les machins, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est pas grave, les gens se formeront tout au long de la vie et puis retrouveront un boulot. Hein. Alors, quand c'est pour le progrès technologique, on y va à fond, il faudrait même appuyer sur la pédale d'accélérateur parce que sinon on va se faire dépasser par les autres. Mais pour des raisons écolo, on ne sait pas faire ça. En fait, si, on pourrait le faire de la même manière en accompagnant effectivement des logiques de désinvestissement, d'actifs échoués dans les entreprises, de dire qu'est-ce que tu vas faire de ton usine de sacs plastiques, etc. Il faut faire évoluer ça, accompagner effectivement de manière financière pour faire évoluer le système, quoi. Et sinon, en fait, on n'a aucune chance, on sera toujours bloqué parce que ça détruit toujours l'emploi de quelqu'un, quoi. Et justement, dans cette même logique, le secteur des télécoms, moi je ne viens pas du secteur des télécoms, je suis vraiment citoyen de base. On s'est intéressé à ce sujet-là parce qu'on s'est dit, le numérique prend tellement de place dans nos vies, c'est géré par des grands groupes, etc. Là, il faut quand même que les citoyens puissent avoir leur mot à dire parce que donc, nous, on est une entreprise coopérative, on appartient à nos sociétaires qui votent dans la coopérative sur le principe d'une personne égale à une voix, vraiment pour avoir un principe de gouvernance partagée totale. Et sur cette question justement de la création d'emplois et de destruction d'emplois, les télécoms, c'est incroyable. Enfin, c'est un lieu de destruction d'emplois. Moi, je ne le pensais pas. Parce que, en fait,
on se dit que le numérique, effectivement, c'est un secteur en plein essor, qui emploie largement, enfin c'est génial, et puis blablabla, blablabla. Et en fait, quand tu regardes par contre la situation des opérateurs télécoms, enfin SFR par exemple, parce que c'est pour moi le cas emblématique de ça, pour des raisons économiques justement, là on n'a pas eu de problème à virer, je crois, quasiment la moitié des effectifs entre le moment où justement le groupe a été repris par Altice et derrière et maintenant quoi. Et là c'était pas un problème parce qu'il fallait rentabiliser l'entreprise au maximum, faire cracher des profits. Là il n'y a aucun souci, donc on peut en fait détruire de l'emploi au nom des profits. Par contre d'envisager en fait, de former les gens différemment, de les former à des nouveaux métiers sur les questions de la durabilité, de la transition écologique, alors là, c'est impensable. Et c'est assez incroyable parce qu'en fait, je trouve que ça fait croire, encore une fois, c'est ce mirage un peu technologique, ça fait croire aux gens qu'on va pouvoir continuer comme avant, parce que la technologie sera là pour plus ou moins nous sauver, alors qu'en réalité, on voit bien que plus on met de la technologie, plus on a plutôt détruit de l'emploi sur certains secteurs assez critiques. Donc moi, je ne comprends pas, en fait. Pour moi, c'est un peu une aberration. Et c'est là aussi où je trouve que c'est absolument nécessaire de créer des contre-exemples, des exemples qui font différemment, accompagnés par la réglementation, parce qu'en réalité, ces entreprises, elles sont un peu coincées dans leur modèle économique, en fait. Donc, en fait, de leur demander d'évoluer, je ne sais pas comment ça va se passer, parce que nous, aujourd'hui, un opérateur télécom, sur le marché, il dépend de la vente de téléphones portables, en fait, parce que c'est une part très conséquente de son chiffre d'affaires. Si demain, on leur dit... Et c'est pas comme ça que ça va se passer, mais de manière brutale, arrêter de vendre des téléphones, ouais, ça va être compliqué, quoi. Par contre, si on accompagne la transition en disant, en fait, oui, on faut valoir passer sur des modèles d'économie, ce qu'on appelle l'économie circulaire, ou l'économie de la fonctionnalité, où en fait, on ne dit pas, on va arrêter d'utiliser un téléphone portable. Par contre, on va vous proposer le service, on va vous accompagner pour qu'il soit durable, on maintiendra les téléphones parce que c'est une bonne façon pour s'en servir le plus longtemps possible. Ben, en fait, ça, on peut l'accompagner, on peut changer ces modèles-là. Mais par contre, il faut quand même, en fait, à un moment donné, aider ces entreprises à faire la bascule. Parce que quand elles vont faire la bascule, le temps qu'elles vont mettre à faire la bascule, ben oui, elles seront moins compétitives, il y aura plus de coûts, les services vont coûter plus cher. Donc, les autres entreprises sur le même place de marché, qui n'ont pas amorcé cette transition, elles vont être plus efficaces, elles vont faire plus de chiffre d'affaires, etc. Donc, il y a quand même quelque chose où il y a besoin d'accompagner cette transition, c'est vachement important. Mais alors les freins, ils sont quoi? Ils sont politiques, c'est un problème de formation, c'est un problème... Ouais, sur la formation, c'est un sujet que nous, on essaye de traiter aussi au sein de HOP à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'en termes de formation, déjà au niveau de l'éco-conception, former les ingénieurs à réintégrer cette question de la durabilité et de la réparabilité dans la conception des produits, parce qu'on a eu cette culture de l'obsolescence depuis des dizaines d'années, où les ingénieurs n'étaient plus là pour penser la durabilité du produit, mais de penser le produit pour qu'il soit en même temps renouvelé. Ça fait partie en fait du modèle économique de maintenant. Donc si on réintègre bien cette formation-là, pour vous donner un exemple, nous, dans le cadre de notre rapport sur l'automobile, il y a des pièces qui sont... on a vu que la sérialisation, donc le fait de lier un numéro de série à une pièce d'un produit, donc ça beaucoup sur les smartphones, les ordinateurs, etc. Ça touchait aussi l'automobile. Ça veut dire que sur certaines, par exemple l'exemple du rétro d'une Tesla, c'est très parlant. On ne pourra pas changer un rétro d'une Tesla avec un rétro qu'on aura trouvé à la casse, un peu comme moi je le faisais avec ma Twingo, tu vois, où tu vas chercher ton rétro, tu changes et il n'y a pas de problème. Mais là, la Tesla, en fait, tu ne pourras pas parce que le rétro, il sera lié au numéro de série de la voiture. Donc il y a ça, et on a interrogé les experts du sujet en termes d'automobile, qui nous disaient, en fait, même les constructeurs ne savent pas passer au-delà des verrous logiciels qu'ils ont eux-mêmes installés. Donc il y a des constructeurs qui vont vers des réparateurs pour leur demander comment ils font. Pour se réparer soi-même. Exactement, ou pour faire du reconditionnement de voiture, ou que sais-je. Enfin, voilà. Et donc ça montre bien l'importance de la formation des ingénieurs à ce niveau-là, mais aussi, pour revenir sur l'obsolescence marketing, de la formation des designers, des marketeurs pour intégrer cette composante, la problématique de la transition d'aujourd'hui, d'avoir intégré dans la formation les conséquences de renouvellement des collections, etc., et des pratiques de la sérialisation et d'autres. Philippe, toi, tu es ingénieur, j'imagine que tu en connais encore quelques-uns autour de toi. Ouais. Ils sont pas assez infusés de ces problématiques-là? Oh, que si.
de plus en plus. Et il y a une vraie envie à la fois dans les écoles, pas que les ingénieurs d'ailleurs, les architectes, les designers, à la fois donc dans les études, les profs et puis dans les entreprises. Il y a cette envie. Alors évidemment, encore une fois, on trouve toute la gamme. Il y a sans doute autant de jeunes ingénieurs qui continuent de rêver à aller faire trader haute fréquence à Londres ou à New York que d'ingénieurs bifurqueurs qui même eux renoncent carrément au capital technique qu'ils ont acquis pendant leur enseignement. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment... il faut trouver les avantages personnels et sociétaux à cette transition. Et que ces avantages, ils soient maintenant. On ne peut pas se dire on va se serrer la ceinture, je ne sais pas quoi. Enfin, en tout cas, dire aux communs des mortels, vous allez voir, c'est génial et nos petits-enfants nous remercieront peut-être en 2080. Franchement, il n'y a déjà pas de solidarité intragénérationnelle. Alors la solidarité intergénérationnelle, on va avoir du mal. Donc il faut trouver des avantages tout de suite. Donc c'est, oui, on consomme moins de, je ne sais pas quoi, de fast fashion. On ne fait pas des clics, des achats en un clic et puis 24 heures chrono, je suis livré en 24 heures. Non, on réapprend un peu l'éloge de la patience. Mais en face de ça, j'arrête de ravager les campagnes avec des boîtes à chaussures. On peut imaginer d'avoir certains matériaux peut-être moins performants, puis on se mouille un peu sous la pluie. Mais tu n'as pas créé des polluants éternels que tu vas retrouver dans l'eau potable pour des siècles. Tu vas avoir une agriculture de qualité, tu paieras peut-être les produits un peu plus chers et tu mangeras un petit peu moins de viande, sans même parler de devenir végétarien, mais en face de ça, tu auras la santé, tu auras moins de résidus, etc. Donc il faut vraiment aller chercher cette logique-là. Et ça, c'est peut-être presque à titre perso, on pourrait dire. Alors, c'est pas forcément facile de se dire toujours chaque acte d'achat, aller le connecter sur des avantages un peu sur le monde qui nous entoure, mais quand même. Et quand on vient sur la question des entreprises ou sur la question même d'un État, ou bien même au niveau super-étatique, par exemple, de l'Europe, est arrivée toute la question de la résilience, et donc de la reterritorialisation de ces questions-là, avec la crise Covid et puis les conséquences qu'il y a eu derrière. Et les voitures, ton rétroviseur Tesla me faisait penser exactement aux chaînes. Littéralement, les chaînes se sont interrompues de production d'un certain nombre de voitures en Europe parce qu'il y avait des crises de microprocesseurs à Taïwan, parce qu'il y avait eu une reprise dans le numérique plus importante après Covid, etc. Donc c'était pas une crise environnementale ni une crise géopolitique, mais c'était quelque part une crise industrielle. Ils ont littéralement arrêté des chaînes de montage. Ça leur a coûté je sais pas combien, mais sans doute beaucoup. Dans certains cas, ils ont remonté des compteurs de vitesse analogiques pour sortir quand même les voitures. Enfin, c'est quand même assez incroyable ce qui s'est passé d'un point de vue industriel. Et donc cette question de dire finalement plus mon objet est technique, technologique, plus il inclut finalement des chaînes de valeur de dingue, quoi, avec des dizaines, des centaines des cascades de fournisseurs qui arrivent jusqu'au bout, et à la fin, je finis toujours sur une espèce de monopole mondial avec un Allemand ou un Japonais qui fait 90% de la part de marché de je ne sais pas quelle pièce de la machine-outil qui fait ça. Bon, bref. Et donc, il faut désenrichir ou être capable de rentrer dans une société beaucoup plus bricoleuse, qui est capable quelque part de reprendre des objets numériques, de les cannibaliser, de faire du remanufacturing, etc. C'est aussi facteur de résilience. Et je pense que on peut aller chercher cet intérêt-là. C'est pas juste une histoire de grands combats capitalistiques entre est-ce que les capitaux vont descendre chez moi ou ailleurs et choose France et je sais pas quoi. Non, c'est au-delà de ça. C'est de dire finalement, par rapport à un certain nombre de besoins essentiel. Alors on peut discuter ce que c'est qu'un besoin essentiel, mais des questions sur finalement comment est-ce que l'hôpital est résilient par rapport à sa consommation de machines, de pièces détachées, de produits, l'eau potable, l'assainissement, la production alimentaire. On peut aller chercher vraiment beaucoup de choses. Alors effectivement, la capacité à appeler les secours, je sais pas quoi. Eh bien, voilà, on devrait réfléchir avec cette logique-là. Évidemment, c'est éminemment complexe, mais c'est là qu'il peut y avoir un vrai intérêt à rentrer dans ce monde de la réparation, de la durabilité, parce que finalement, je joue sur un stock, en fait, au bout d'un moment. J'ai un stock de matières premières, j'ai un stock de technologies, j'ai un stock d'objets dont je peux m'emparer pour tenir quand il y aura des perturbations au XXIe siècle, ici et là, qui seront de différentes natures, quoi. Et justement, pour aller dans ces questions, la désirabilité, pour moi, le numérique, il y a aussi un autre point, c'est aussi la santé, le bien-être. Enfin, c'est quand même quelque chose qui nous concerne tous individuellement au quotidien.
Et aujourd'hui, le smartphone, je ne suis pas sûre du bien-être que ça amène au quotidien. Parce que, en fait, oui, peut-être que si on s'était arrêté à une certaine génération de smartphones, sans toutes les applications qu'il y a, voilà, peut-être qu'on pourrait se poser la question. Mais là, quand on voit les chiffres, on se pose des questions, quoi. Un téléphone portable, on le prend en moyenne 220 fois par jour dans les mains. Moi, je suis jeune maman, je me dis, je prends plus mon téléphone portable dans les mains que mon enfant. Ça pose quand même des énormes questions de la place, en fait, de ces petits outils dans nos vies, de l'accaparement, en fait, que c'est, et justement le fait que c'est plus un outil. On a quitté le stade de l'outil. Ça facilite, oui, certaines choses, etc. Mais en fait, on y passe notre vie maintenant, de nouveau sur un smartphone. Et ça, c'est pour moi, ça pose encore une autre question. C'est au-delà de est-ce que la technologie va nous sauver, etc. C'est un peu la technologie qui nous met dedans, quoi. Parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas faire sans. Et au-delà de ça, on est plutôt sur des situations d'addiction, quoi. Donc... moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne sait pas bien en plus ce qu'on fait sur nos téléphones portables, parce que c'est fait pour ça, c'est fait pour qu'on oublie à la fois le temps qu'on y passe et pour qu'on oublie ce qu'on y fait. Parce que voilà, on est dans une espèce d'univers parallèle et voilà. Et puis j'en profite. Alors, on la lance jeudi, mais on veut lancer une étude justement pour mieux comprendre en fait les usages de ce qu'on fait nous en tant que Françaises sur nos téléphones portables. Quelle part d'utilité, quelle part d'addiction, c'est ça? Exactement. C'est un peu parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus. On sait juste voilà, grosso modo, on passe 4 heures par jour sur son téléphone. On sait que c'est à peu près les réseaux sociaux, etc. Mais en fait, les réseaux sociaux, ça veut dire de la vidéo, mais ça veut aussi dire converser, ça veut dire plein de choses. Et en fait, on ne sait pas tellement ce qu'on y fasse. Donc, jeudi, on va lancer cette étude. On cherche 1000 répondants. Donc, je ferai passer l'info. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et le multi-écran aussi. Exactement. N'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter de Télécope. Ça sera vachement, je pense, important en fait de comprendre ça. Pour moi, c'est aussi d'intérêt général en fait de comprendre ça, parce que l'enjeu qu'il y a derrière, c'est aussi de pouvoir accompagner les gens, parce que moi ce que j'ai l'impression, c'est qu'on est quand même vachement seul face à son téléphone, face à toute la technologie qu'il y a derrière, face aux mastodontes qui sont très bien organisés pour nous faire passer le maximum de temps sur ces usages-là. Et en fait, on peut pas lutter tout seul. C'est ça. C'est trop difficile, quoi. C'est trop difficile. Donc, il y a aussi, je trouve que dans cette mutation-là, il y a aussi le fait qu'en face, on peut y opposer un collectif. Et pour y opposer un collectif, aussi, il faut comprendre mieux ce qu'on y fait. Il faut mieux, et puis, je vais dire un peu affûter nos armes, quoi. Et j'utilise un peu ces termes un peu guerriers, mais parce que pour moi, c'est quand même une grosse bataille en fait qu'il faut mener. Je suis pas anti-technologie, c'est pas la question. La question, c'est où est-ce qu'on met le numérique pour qu'il nous serve à nous en tant qu'humains, en tant que société. Pour faire société justement, c'était quand même un peu ça le but d'Internet. Connecter les gens pour être plus forts ensemble. Voilà, et c'est un peu ça la logique. Et on a besoin de ça parce qu'en fait, par rapport à ce qu'on va vivre sur les questions de transition écologique ou les effondrements qu'on va vivre, en fait, pour quelque part un peu notre survie quand même. On parle beaucoup de protéger la planète. Je crois que c'est surtout nous qu'il faut qu'on protège. En fait, on va avoir besoin de ça. On va avoir besoin de la technologie bien placée pour se connecter les uns aux autres, pour s'organiser. On va avoir besoin en fait de tous ces côtés fantastiques de la techno, mais que là, on a un peu tendance à oublier. Grâce à, je sais pas, quelques grands-messes actuellement qui nous font plutôt dire que... auxquelles nous n'allons pas. Voilà, mais qui nous font plutôt dire que la technologie, c'est beaucoup de waouh, c'est incroyable, on va faire un dernier téléphone portable pliant et ça va être génial, ça va changer ta vie. Mais en fait, non, la techno, c'était quand même pour quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire, qui nous dépasse un peu, mais quelque chose qui nous serve vraiment, en fait, tout simplement. Dans le chat, il y a Zark, on dit Zark, donc salut Zark, qui te disait en même temps un enfant, ça se déplace tout seul, tu parlais de ton gamin, je crois. Zark qui précise, les prochains smartphones nous cacheront la lumière du jour comme dans les casinos. Il y a Volka qui nous dit, spoiler, c'est trop tard, on est dans la sauce. Est-ce qu'on est dans la sauce? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'on est à un moment charnière, ou est-ce qu'on est déjà dans un temps 2 et il va falloir penser autrement? Est-ce qu'il est trop tard? Alors juste mon gamin, il a moins d'1 an, donc il se déplace pas tout seul. Mais je suis d'accord avec toi, j'ai hâte de ça. Philippe? Moi, je crois que c'est difficile de se dire il est trop tard. D'ailleurs, si on relit un peu des bouquins... C'est une fausse question. Non, mais des bouquins de lanceurs d'alerte écolo des années 80, des années 70, des années 60, des années 50 et même avant, ils disent tous à chaque fois, oh là là, c'est trop tard, le coup est parti, quoi. Et on voit ce qu'on fait entre les deux, waouh. Donc, on peut encore en tirer des coups. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir compte des alertes environnementales lancées aujourd'hui, mais il faut toujours un peu se méfier. Il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours, et l'être humain se réalise dans l'action.
Donc de toute façon, il faut y aller, quoi. Et à la limite, même si le combat est perdu parce qu'il y a plus de troupes en face ou plus de moyens financiers, je sais pas quoi, faut quand même y aller, c'est pas grave. Et on peut se réaliser, on peut y trouver de l'enthousiasme, de la ténacité, de la coopération, de la fierté, du plaisir. Et encore une fois, voilà, faut aller chercher la dose de plaisir et de vivre ensemble, etc. que permettent des nouveaux schémas ou d'anciens parfois schémas de consommation. Après, est-ce qu'on peut dire... On peut aussi lire Jacques Ellul, alors il n'est pas facile à lire, je n'ai pas tout lu non plus, voilà, un grand penseur du système technicien, l'idée que finalement la technique est mue par sa logique propre et que finalement rien ne l'arrêtera. Et d'ailleurs la technique n'est pas neutre évidemment, elle est à la fois positive et négative, elle est ambivalente, on a à la fois les côtés positifs d'Internet et les côtés négatifs, etc. etc. Donc si on voit ça, effectivement c'est un peu glaçant parce qu'on dit le coup est un peu parti. En fait il y a quand même des exemples ici et là, des espèces de bouffées d'oxygène, je sais pas, est-ce qu'on peut figer des objets technologiques en disant tiens on a atteint une certaine perfection, on en reste là. Eh ben, je vous livre par exemple le violon, enfin les instruments à cordes. Ils n'ont pas bougé depuis la fin du 18e, début du 19e siècle, littéralement. Un ou deux trucs ont été expérimentés, tentés, mais c'est les mêmes types de bois, faits par les luthiers, etc. L'objet ne bouge plus, et c'est pas mal quand même. Alors on peut aimer plein d'autres types de musique, il n'y a pas de problème, mais la musique classique, ça peut être un peu sympa aussi de temps en temps, et ça marche très bien avec des objets qui ont été conçus, encore une fois, il y a plus de 2 siècles. Donc, et des choses comme ça, on pourrait en trouver d'autres. Et donc, ça appelle cette question de techno-discernement. Je m'aperçois, Ludo, que je n'ai pas répondu à ta question tout à l'heure. C'est un peu le jeu. Techno-discernement, voilà, faire preuve de discernement technologique. Mettre la technologie au bon endroit, c'est ça ? Voilà, c'est effectivement mettre en rapport finalement les coûts environnementaux, parce qu'ils existent toujours. Il n'y a pas de technologie propre, neutre, 100% green, je ne sais pas quoi. Même en économie circulaire, on ne recycle pas à 100%. Le recyclage, ça coûte un peu, etc. Donc, rien n'est parfait. On peut améliorer plein de choses, évidemment, mais l'idée, c'est de mettre en rapport ce coût environnemental avec, finalement, les bénéfices qu'on en retire. Et c'est là qu'effectivement, alors c'est toujours mes exemples classiques, mais il y a le réfrigérateur qui fait les courses tout seul, personne n'en veut, pourtant ça fait 10 ans qu'on nous battine. Je sais plus le distributeur de croquettes pour chat connecté. C'est très amusant. Alors voilà, c'est ça. Donc, sont quoi les nouveaux distributeurs de croquettes ? Alors ceux dont il faudrait se séparer. Ça pèse le chat, comme ça on vérifie qu'il ne déprime pas, qu'il continue à bien manger pendant qu'on est en vacances. On voit ça sur son smartphone. Il y a la caméra pour vérifier qu'on ne va pas nourrir d'autres chats. Il y a reconnaissance faciale. Sinon tous les chats du quartier vont évidemment venir se nourrir chez vous dans le distributeur. On n'a pas envie du tout. Voilà, et on peut même jouer avec lui, etc. Enfin, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de formats de vidéo aujourd'hui qui sont supérieurs en nombre de couleurs, en nombre de pixels par centimètre carré et en nombre d'images par seconde, tous les trois supérieurs largement, chaque critère à la capacité de l'œil et du cerveau humain. Donc à quoi ça peut bien servir en fait, à part peut-être un argument marketing. Donc c'est tout ça qu'il faut aller retravailler. Donc il y a une bataille culturelle, je suis d'accord avec toi. Elle n'est pas que culturelle, elle est économique, sociale, politique, il y a plein de choses. Mais voilà, rien n'est jamais perdu, on y va et renseignez-vous, agissez, il y a plein de manières de faire des choses. Il n'y a pas de problème, quoi. Ouais, sur la question, est-ce que c'est déjà trop tard ? J'ai bien aimé l'exemple du violon, donc il y a peut-être un lobby du violon à développer face au lobby industriel qui développe des technologies toujours plus folles et farfelues. Mais je voulais juste revenir du coup sur les avancées aussi réglementaires qu'on arrive à obtenir. En France, donc on a obtenu le délit d'obsolescence programmée. Faire de l'irréparabilité volontaire, c'est interdit aussi, c'est un délit en France. Là, on a eu une directive européenne sur le droit à la réparation qui est passée, qui est plutôt intéressante, qui fixe aussi qui dit que les pièces détachées doivent être proposées à des prix raisonnables, etc. Donc, c'est des grands principes sur lesquels on n'est pas certain, des suites de mise en pratique, etc. Mais ça avance quand même. Mais ça avancerait pas si on n'était pas aujourd'hui déjà autour de cette table, qu'il y a beaucoup d'acteurs qui font bouger les choses, etc. Donc, je rappelle que si vous plaît, signez la pétition parce que c'est super important. En fait, ça nous permet ensuite d'aller devant les instances françaises, européennes, en disant mais regardez, la société civile le demande. Et donc ces actions-là, on a ces actions individuelles où on fait réparer, voilà, on choisit des produits plus durables, etc. Mais il y a aussi cette action individuelle pour passer à l'échelle supérieure et avoir vraiment un changement systémique. Et ce type de format, que ce soit des pétitions, être bénévole dans des associations, etc., ça fait vraiment la différence aussi. Et donc, il n'est pas trop tard pour avoir ce type d'action. Bon, on est sur le service public, on va faire un peu d'infoservice. Si mon comment on appelle ça ? Un aspirateur. Si mon aspirateur tombe en panne, je fais comment ? Je peux prétendre à quoi ? Sortir un balai si c'est pas de la moquette chez toi.
mais j'utilise un aspirateur tout de même. Non, mais si un aspirateur tombe en panne, vous pouvez aller sur bonusréparation.org, vous aurez toutes les informations sur quel type de montant pour cette réparation. Alors c'est quel genre de montant pour un... Le bonus réparation, ça va de 15 à 60 euros. Donc sur un aspirateur, il est peut-être autour de 20 euros, mais j'ai pu... Donc ça couvre quasi 100% des frais de réparation standard, on va dire. Ouais, ça dépend quel type d'appareil, mais ça vaut le coup d'aller chez un réparateur et voir combien ça coûte, en vrai. Et donc il suffit d'aller sur notre site bonusréparation.org, il y a un lien pour trouver les réparateurs autour de chez soi, il suffit d'appeler ou d'y aller et de voir un peu qu'est-ce que le réparateur propose comme service. 12h59 passées de 8 secondes, c'est l'heure du mot de la fin. Le mot de la fin, Philippe. Oui, c'est la patate chaude que je refile avant de me séparer de mes invités, puisque je vois que mes deux suivants patientent. En 20 secondes chrono pour bien partager. En 1 minute, pour prendre 3 minutes. Encore une fois, il est jamais trop tard. Il y a plein de choses à faire. Je suis absolument d'accord que la réglementation, elle bouge avec la société civile qui l'a fait bouger. C'est assez rare que le personnel politique soit visionnaire et se dise, voilà, je me projette comme ça. On fantasme un peu ça, à droite comme à gauche, d'ailleurs, avec les années gaulliennes, et je sais pas quoi. Non, la société civile, sous Giscard d'Estaing, il s'est passé plein de choses parce que la société civile était prête et poussait, pas parce qu'il a été visionnaire. Et donc, voilà, il faut effectivement... il y a toute une gamme d'actions, les gens qui seront plus à l'aise à défendre des projets, à combattre des projets inutiles, d'autres à signer des pétitions, d'autres à donner de l'argent, d'autres à donner du temps de week-end, à se former, etc. Tout est possible. Et voilà, n'hésitez pas, il faut y aller et c'est dans le collectif que ça fonctionne, quoi. Flavie, le mot de la fin. Je rebondis sur ce que j'ai dit avant, qui me semblait être déjà le mot de la fin, mais si... Alors, signer la pétition. Voilà, signer la pétition, ça je l'ai déjà dit, mais s'engager pour des causes qui vous sont chères et qui vous donnent l'impression de faire avancer les choses. En effet, il est pas trop tard, même si les réglementations bougent peut-être trop lentement que ça devrait. Il y a quand même des choses qui se passent, mais on a besoin d'être en nombre, en fait, pour le faire. Et moi, le mot de la fin, je dirais que tout ça, c'est joyeux, en fait, en vrai. Enfin, je trouve que souvent les c'est enthousiasmant à tout le moins. Ouais, c'est ça. C'est quand même, d'un point de vue intellectuel, de penser un peu différemment, c'est-à-dire que d'arrêter de penser dans un monde infini, mais de penser dans un monde infini, donc avec certaines contraintes, etc. En fait, c'est intéressant, intellectuellement parlant, en fait, de se dire que, en fait, je vais devoir faire différemment. Déjà, je pense que c'est vachement intéressant. Et au-delà de ça, en plus, c'est quelque chose qui rassemble. Il y a des collectifs derrière, il y a des choses incroyables qui se font, mais partout sur le territoire. Sur la question du numérique, on n'a pas parlé du libre, on n'a pas parlé de tout ça, mais c'est des communautés, c'est juste hyper intéressant. Enfin, je sais pas, moi on va se lancer là dans la création d'une box. C'est trop bien, en fait, de dire comment est-ce qu'on va la faire avec peu de moyens, avec une vision vraiment d'intérêt général, des réparabilités. Enfin, vraiment, c'est hyper enthousiasmant. Et donc, je pense qu'il y a ça aussi dans les récits sur la transition écologique. Moi, depuis que je fais ça, je faisais pas ça avant. En fait, je m'amuse beaucoup. Et je pense qu'on peut être très nombreux à beaucoup s'amuser, à réfléchir à ces questions-là, en plus d'être utile aux situations qu'on est en train de rencontrer. 13h01, passé de 48 secondes. Merci Philippe, merci Flavie, merci Marion, merci de nous avoir fait l'amitié de vos lumières. Je vous chasse, Manu Militari, in extenso du plateau, pour accueillir mes deux invités suivants.